cette deuxième conférence historique proposée à la fois par l'association Kejaden et par l'association Rubriken Historpreis. C'est l'occasion de remercier encore une fois Kejaden pour organiser la Semaine de la Bretagne et de permettre à Rubriken Historpreis de pouvoir organiser ces conférences historiques qui font partie prenante de la culture bretonne au sens large. Et donc, deuxième conférence avec notre intervenante du jour, Madame Fanny Bugnon, que je remercie également pour sa présence, puisqu'en effet, je le disais déjà hier, mais ce cycle de conférences, nous voulions le faire déjà depuis plus de 2 ans. Déjà, il y a 2 ans, Madame Bugnon, nous lui avions demandé de participer, et à chaque fois, nous avons dû repousser à cause du Covid. Maintenant, on peut enfin pouvoir faire cette conférence, et donc je vous remercie pour cela. Et donc, Madame Bugnon, ici présente, est donc historienne à l'Université Rennes 2, maître de conférences. Vous êtes également membre du laboratoire Tempora, où justement vous faites des recherches sur quelques axes principaux, qui sont l'histoire des femmes et l'histoire du genre, question de militantisme, la violence politique. Je pense que vous en faites d'autres axes de recherche, bien entendu. Et donc justement, l'intérêt pour nous, c'était de pouvoir nous intéresser à cette grève des pennes sardines au début du XXe siècle. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole pour cette conférence. Merci beaucoup. Est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez bien? Moyennement? Je vais forcer au maximum ma voix. Si besoin, on prendra un micro. Non, je suis contente effectivement de pouvoir être là ce soir. Ça fait 2 ans que le rendez-vous est manqué, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, je vous remercie pour l'invitation. Je vais effectivement vous parler d'une femme qui a donné son nom à un amphithéâtre de cette université depuis 3 ans. Et depuis avril 2019, il y a un amphithéâtre Joséphine Pencalette dans un bâtiment juste à côté de celui-ci. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est un reflet de l'histoire sociale et politique de la Pointe Finistère, à travers donc la figure de Joséphine Pencalette. Alors, il s'est passé quelque chose à la pointe de la Bretagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et ce qui s'est passé, c'est une révolution industrielle initiée par l'invention d'un confiseur parisien qui s'appelait Nicolas Appert et qui a révolutionné la conservation de la nourriture à partir de l'époque napoléonienne. Alors d'abord sous forme de bouteilles et puis ensuite sous forme de boîtiers en fer blanc. C'est la naissance de la conserve qui va s'inscrire dans le paysage industriel atlantique et en particulier de la Bretagne à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Quelques chiffres pour vous donner une idée de ce que représente cet essor industriel. Eh bien, entre 1860 et 1880, c'est 160 usines qui sont créées de Brest à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque, toujours sur le littoral. Des conserveries de poissons, des conserveries de légumes. Et la sardine va être le premier poisson à être mis en boîte de façon industrielle et va dessiner peu à peu ce bassin sardinier qui va marquer en particulier les côtes Finistère, en particulier le Finistère sud. Vous avez ici une carte qui vous représente les densités de population donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle et on voit vraiment cette concentration de la population sur les littoraux. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé donc, sur la pointe bretonne dans la première moitié du XXe siècle, dans ces ports qui sont proches des zones poissonneuses que sont la baie d'Audierne ou la baie de Douarnenez et qui vont donc nourrir cette révolution industrielle de la conserve. Pourquoi est-ce qu'on parle de révolution industrielle? Je disais, il y a cette création importante d'usines sur le littoral et qui s'accompagne d'un développement urbain qui est distinct d'un autre développement économique qui est celui du tourisme, qui se développe aussi dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc vous avez ici une petite carte. Et moi, la zone qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Douarnenez. Alors vous avez ici Douarnenez, enfin plus exactement Tréboul. S'il y a des douarnenistes ou des gens qui connaissent Douarnenez dans la salle, c'est aujourd'hui l'un des 3 ports de Douarnenez. Mais à l'époque, c'est une commune distincte, donc qui se développe comme station balnéaire et en face, de l'autre côté de la Ria, eh bien, le port sardinier, le port industriel de Douarnenez qui va se développer. Dans la première moitié du XXe siècle, on compte une vingtaine de conserveries à Douarnenez. C'est une commune qui compte 12 000 habitants et qui s'est développée de manière extrêmement rapide à la faveur justement de cet essor industriel.
Alors, Douarnenez va se distinguer par le triplement de sa population en 80 ans, à compter de l'ouverture de la première conserverie de la ville en 1853, alors que l'économie et la démographie bretonne sont plutôt sur une pente de déclin, notamment en raison de l'exode rural, pour des raisons économiques, celles qu'on, pour les femmes, va notamment qualifier de fameuses bécassines, qui partent en ville et en particulier en région parisienne pour devenir main-d'œuvre ou petite main domestique dans des familles de la bourgeoisie. Alors, à Douarnenez, l'économie ne va pas être centrée sur le tourisme, mais vraiment bien sur l'économie de la pêche. Et cette économie de la pêche, elle est marquée également d'un point de vue sexué, puisqu'il y a une très nette division de l'espace et du travail entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que la vingtaine de conserveries de la ville emploie près de 3000 femmes de tous âges, y compris des petites filles d'une dizaine d'années, quand les hommes sont en mer ou travaillent comme mécaniciens ou dans les ferblanteries. Donc on a cette main-d'œuvre féminine qui va être désignée du nom de penne-sardine en raison de la coiffe qu'elle porte. Penne-sardine, tête de sardine. Et on a toute une série de cartes postales qui sont vendues sur le mode du pittoresque, qui sont éditées et qui représentent ces ouvrières, celles qu'on appelle les filles de la sardine, avec, vous voyez ici, leur casier à la main, à l'intérieur des usines, et puis en groupe. Donc on a vraiment une production iconographique importante sur ces sardinières, qui va devenir un symbole de cette Bretagne ouvrière du 1er XXe siècle en particulier. Et la spécificité de cette industrie, c'est qu'elle a un besoin très important de main-d'œuvre. La mécanisation, à l'époque, n'est pas possible. On est sur une matière première extrêmement fragile. Il faut travailler vite, il faut travailler bien. Et pour réduire les coûts de fabrication, eh bien, les chefs d'entreprise de cette vingtaine de conserveries à Douarnenez en particulier vont recourir très massivement à une main-d'œuvre féminine qui est légalement moins chère, enfin qu'on peut, c'est pas une obligation, mais qu'on peut rémunérer 2 fois moins que la main-d'œuvre masculine, parce que les femmes sont, en vertu du Code civil de 1804, eh bien, considérées comme des mineurs sur le plan juridique, au même titre que les enfants, et que jusqu'en 1907, leur salaire ne leur appartient pas, mais appartient à leur père ou à leur mari. Donc on est dans une position d'infériorité culturelle et aussi juridique extrêmement nette. Donc on a cet essor des conserveries sur le littoral. Dans le Morbihan, c'est la même chose. 90% des salariés de la conserve sont des femmes, alors qu'à l'époque, le taux d'activité des femmes tourne autour de 35%. Donc on a vraiment une surreprésentation des femmes dans le secteur de l'industrie. Des conditions de travail qui sont des conditions extrêmement pénibles, des horaires de travail qui dépendent de l'arrivée des bateaux et de la matière première, puisque le poisson doit être traité rapidement. Donc ce sont des journées très longues qui peuvent aller jusqu'à 18 heures, du travail de nuit et des horaires de travail qui dépendent de l'arrivée des bateaux. Ce qui fait dire à plusieurs auteurs et syndicalistes que ces ouvrières sont les prolétaires des prolétaires au regard de leurs conditions de travail. Il faut savoir que depuis 1892, le travail dans les industries est interdit de nuit pour les femmes, au même titre que les enfants, mais qu'il y a une dérogation pour le secteur alimentaire. Donc, puisqu'on est effectivement dans le secteur alimentaire, eh bien, le travail de nuit est autorisé. C'est un travail extrêmement pénible qui entraîne beaucoup de fatigue, d'usure, et une pratique fréquente dans ces usines, c'est de chanter pour tenir, pour rester concentré sur sa tâche. Alors on chante des chants traditionnels, des guers, tantôt satiriques, tantôt tristes, sur les tenues vestimentaires, sur les hommes, sur le voisinage, sur l'amour, sur la mer et les naufrages, sur l'alcool et ses effets, aussi des cantiques. Et puis quelques chants syndicaux dont je vous ai ici, je vais vous proposer en tout cas d'en entendre un extrait qui provient d'un disque qui s'appelle Le Chant des Sardinières, enregistré par Marie-Aline Lagadic et Clairvy Rivière.
C'est un disque qui a été remarqué puisqu'il a reçu le prix de l'Académie Charles Cros qui récompense un disque édité en France chaque année. Donc c'est vraiment une distinction. Et cette chanson, elle s'appelle Saluer Richereux. Alors c'est une chanson en français parce que c'est une chanson en fait anarchiste de la Belle Époque qu'on aurait entendue dans des grèves, notamment à Carmaux, et qui va être reprise dans les mouvements sociaux des années 1920 et qui a probablement été importée à Douarnenez par des militants syndicaux qui vont être mandatés pour structurer et organiser la grève des sardinières dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc je vous laisse écouter un extrait de cette chanson. Chaque matin au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le grand froid, jusqu'aux vieillards et les mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, richereux, ces pauvres enraillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Elle dure 5 minutes, donc je vous en montre ici un petit extrait, mais vous pouvez la trouver en ligne si vous avez envie de l'entendre intégralement dans cette version. Effectivement, ces riches heureux sont ici, dans le cas qui nous intéresse, les conserveurs. Il faut savoir que les salaires des ouvriers et des ouvrières varient d'une conserverie à l'autre, et qu'à Douarnenez, en 1905, une grève a obtenu une rémunération à l'heure et non plus aux 1000 de sardines, c'est-à-dire aux 1000 sardines mises en boîte. Donc depuis 1905, on est sur une rémunération à l'heure, mais qui reste extrêmement faible, et puis une économie qui reste dépendante de la matière première, et que, à certaines périodes, il y a eu des raréfactions des bancs de sardines, et puis une concurrence avec notamment les usines installées en Espagne et au Portugal, qui vont entraîner des difficultés sociales et économiques importantes, et qui vont du coup engendrer la création d'assurances mutuelles ou de coopératives maritimes dans les ports de pêche, et puis dans les périodes les plus difficiles, des soupes populaires également qui vont être organisées. Alors des conflits sociaux, effectivement, qui touchent ces conserveries bretonnes, et en particulier celle de Douarnenez, donc pour des revendications salariales, la grève de 1905, je vous en parlais à l'instant, qui est une grève donc également victorieuse, mais qui suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment dans la presse locale, qui présente notamment les ouvrières engagées sur le plan syndical comme des célibataires dévoyés d'enfants, des mégères excitées, je cite, des paillardes vives et emportées, qui incarnent en quelque sorte des petites Louise Michel en puissance dans les rangs de ces conserveries. Donc il y a aussi une inquiétude à l'égard de cette syndicalisation des femmes. Jusqu'en 1920, les femmes n'auront pas en France le droit de se syndiquer librement sans l'autorisation de leur tuteur masculin. Donc il y a en plus cette dimension de transgression à l'égard d'un ordre du genre qui place les femmes dans une situation de tutelle. Alors que se passe-t-il en 1924 à Douarnenez ? Eh bien, en 1924, à Douarnenez, éclate une grève importante qui va durer plusieurs semaines jusqu'au début du mois de janvier 1925. Et un inspecteur du travail qui donne un rapport à la préfecture du Finistère sur la situation économique explique que, je le cite, en 1924, au cours pratiqué cette année, la main-d'œuvre ne représente pas 6% du prix mis en œuvre pour les conserves de sardines.
Le coût de la main-d'œuvre, c'est 6% du prix d'une boîte. D'où l'existence d'une marge très large permettant de relever les salaires des ouvriers et des ouvrières qui sont occupés à ces fabrications. Il y a du côté des inspecteurs du travail, en tout cas de cet inspecteur du travail, l'idée que la rémunération effectivement des femmes de ces usines est extrêmement faible et que la marge disponible du côté des usiniers est réelle, ne mettrait pas du tout en péril cette économie. Cette grève, donc, elle va très vite paralyser en fait le port. Les bateaux vont rester à quai. Et puis, parmi ces femmes, il y a une ouvrière, Joséphine Pencalette. Donc, c'est ici une photographie qui date de 1905. Donc, elle est âgée de 19 ans à l'époque. On a très peu de photos disponibles d'elle, et c'est significatif. En tout cas, c'est très fréquent quand on travaille sur les femmes des milieux populaires de cette époque. Il y a peu de sources et peu d'images. Mais donc, Joséphine Pencalette, c'est une des sardinières qui va participer à ce conflit. Elle va participer à ce conflit en revendiquant donc une augmentation de 25 sous. Et cette revendication de 25 sous, elle est chantée en français, elle est chantée en breton, et vous avez ici une petite archive visuelle, mais surtout sonore, de ces chants de revendication des sardinières, donc de femmes qui se souviennent, qui témoignent de cette époque. Donc, pardon. C'est tranché qu'il nous faut, c'est tranché qu'il nous faut. Le visage sur lequel la caméra s'est focalisée à la fin de cet extrait, c'est celui de Daniel Leflanchec, qui est le maire en fait, de Douarnenez, qui est à la mairie depuis la mort accidentelle de son prédécesseur Sébastien Velli. Et la particularité de Sébastien Velli et de Daniel Leflanchec, c'est d'être des maires communistes. Alors le Parti communiste est né en France en 1920, en décembre 1920, donc c'est un tout jeune parti politique. Et Douarnenez est la première commune à élire à sa tête un maire avec l'étiquette communiste. C'est un personnage assez haut en couleur, borgne, tatoué d'un mort aux vaches sur la main, ce qui est assez peu fréquent de la part du premier magistrat d'une commune, en tout cas peu apprécié des autorités. Et il va être dans une logique de défiance à l'égard du pouvoir étatique, et notamment de la préfecture, puisqu'il va installer le comité de grève dans l'enceinte de la mairie. C'est ce qui lui vaudra notamment d'être démis de ses fonctions par la préfecture. Vous l'avez ici au premier rang, devant les fleurs. On voit qu'il a un œil qui n'est pas opérationnel, dirons-nous. Et cette photo du comité de grève de 1924, vous pouvez chercher dessus le visage de Joséphine Pencalette, vous ne le trouverez pas. Joséphine Pencalette, c'est une ouvrière qui a participé à la grève, mais elle ne fait pas partie du comité de grève. Elle n'est pas peut-être à rebours d'une certaine vision romantique des choses, une sorte de Louise Michel locale. C'est une femme engagée parmi d'autres qui a participé donc à cette grève. Et donc Daniel Leflanchec, avec l'aide d'autres hommes, va organiser la grève. D'autres hommes et d'une femme. Elle est ici avec son petit chapeau. Au deuxième rang, elle s'appelle Lucie Colliard. C'est une militante féministe radicale et une permanente syndicale de ce jeune syndicat qu'est la CGTU, la Confédération Générale du Travail Unitaire. Et elle vient avec Charles Tillon, qui est représenté au deuxième rang avec une casquette, organiser la grève. Ils sont tous les deux envoyés par la CGTU pour organiser la grève des sardinières et donc lui donner une assise politique solide et lui donner aussi un écho national, puisqu'ils vont faire venir des responsables politiques nationaux, communistes, syndicaux. Ils vont aussi permettre à ce qu'il y ait une collecte organisée à l'Assemblée nationale pour la grève de Douarnenez, qui bénéficie d'une visibilité médiatique nationale et pas seulement dans la presse communiste.
Ça va au-delà parce que les conditions d'existence et de travail de ces ouvrières tiennent à des romans d'Émile Zola, en quelque sorte. On est vraiment dans des conditions de travail extrêmement difficiles et très peu rémunératrices. Donc Joséphine Pencalette, qui participe à cette grève, va connaître un destin politique assez singulier. Et ce destin politique assez singulier, il est lié à la victoire des ouvrières qui advient en janvier 1924. Alors pourquoi en janvier 1924 ? Eh bien parce que Daniel Leflanchec, qui va être suspendu de ses fonctions, continue à être dans une logique de défiance à l'égard de la préfecture, est très apprécié d'une partie importante de la population. Malgré les tentatives de médiation de la préfecture et du ministère du Travail au mois de décembre 1924, eh bien, les usiniers refusent d'accéder aux revendications des ouvrières et vont même mandater des hommes de main, des briseurs de grève, recrutés à Paris, qui vont arriver en gare de Quimper le 1er janvier et qui ont pour mission bien, d'abattre, de tuer Daniel Leflanchec. Donc on est dans un scénario digne d'un roman. En tout cas, il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'activités, et les archives de surveillance de Douarnenez sont très épaisses pour une commune de cette taille. Elles sont vraiment très, très, très fournies. Il y a beaucoup de rapports de police, de surveillance de la ville. Et donc, le 1er janvier 1925, eh bien, c'est le soir du Nouvel An, et Daniel Leflanchec se trouve dans un café du centre-ville de Douarnenez qui s'appelle l'Aurore à l'époque, près de la petite place aujourd'hui qui comporte la statue du petit enfant égyptien qui est installé sur ce croisement central de Douarnenez, du Bolomique on l'appelle. Et donc ces hommes de main pénètrent dans ce café et avec un pistolet tentent d'assassiner Daniel Leflanchec. Alors par miracle, il n'est pas tué. Il est blessé à la gorge, il y a une balle qui va lui traverser la gorge, lui toucher les cordes vocales, mais il va survivre. Son neveu qui est avec lui, lui est blessé plus grièvement et sombre dans le coma, mais il ne va pas y avoir de mort à l'issue de cette tentative d'assassinat. Par contre, il va y avoir, et on a ici cette carte postale, le saccage du café de l'hôtel dans lequel les hommes de main étaient hébergés, l'Hôtel de France. L'Hôtel de France existe toujours sous ce nom et qui est situé vraiment à quelques dizaines de pas du café dans lequel la tentative d'assassinat a eu lieu. On est vraiment dans un tout petit périmètre. Et donc le café de cet hôtel est saccagé, saccagement, dit même cette carte postale, donc, par les grévistes et par les soutiens de Daniel Leflanchec. Et suite à cet événement, eh bien là, la préfecture va intervenir de manière beaucoup plus vigoureuse en demandant désormais aux usiniers d'accéder aux revendications des ouvrières, puisque en tentant d'assassiner celui qui était en position d'être le premier magistrat de la ville, eh bien, il y a une ligne rouge qui a été franchie, qu'il y a un risque d'escalade et de guerre civile, en tout cas à Douarnenez, d'affrontements extrêmement vigoureux. Et donc, la préfecture contraint les usiniers à accéder aux revendications des ouvrières. Donc, c'est dans ce contexte que, ici on est sur le port du Rosmer, qui est l'un des ports sur lequel, enfin le port industriel sur lequel se trouvaient plusieurs conserveries, eh bien, les ouvrières vont manifester après avoir donc obtenu victoire dans ce conflit. Daniel Leflanchec se représente aux élections municipales qui sont organisées en mai 1925 et il décide de faire appel à une femme sur sa liste. Alors, il décide, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ce qu'il s'est passé, c'est que le jeune Parti communiste français est installé dans un rapport un peu satellitaire à l'égard du Comintern de l'Internationale communiste qui est basé à Moscou, mais vraiment dans un rapport très hiérarchique, on va dire, très vertical vis-à-vis de Moscou, et qu'il y a une instance chargée de la question féminine qui s'appelle le secrétariat féminin
donc qui dépend du Comintern, et donc qui donne des consignes et des orientations pour tous les partis communistes du monde. Et ce secrétariat féminin de Moscou, eh bien, va donner pour consigne à tous les partis communistes du monde de présenter des femmes aux élections, même lorsque les femmes n'ont pas de droit politique. L'idée, c'est de créer un précédent, d'être dans une logique de défiance à l'égard de ce qu'ils qualifient d'institution bourgeoise et de montrer que le Parti communiste agit en faveur des droits des femmes. Et on le lit dans les archives qui portent sur le Parti communiste. Je vous en ai mis ici un petit extrait. L'idée, c'est de défendre, de faire participer directement et officiellement les femmes au travail municipal, à la défense des intérêts immédiats de la mère et de l'enfance. On reste dans des prérogatives classiquement féminines, pour faire comme en Russie, et de créer des soviets. Il est question de créer un soviet à Douarnenez en 1925. On est dans une période où il y a une petite animation, en tout cas autour de la confrontation entre la mairie et la préfecture. Si le Parti communiste présente des femmes en France aux élections, ce n'est pas par féminisme transversal et partagé au sein du comité central du Parti communiste. C'est parce que c'est une consigne de Moscou. Il y a une seule femme à l'époque qui siège dans le comité central, elle s'appelle Marthe Bigot, et elle va s'appuyer sur cette consigne, qui n'est pas donc une recommandation, mais qui est vraiment une consigne pour indiquer qu'il est temps d'élire des femmes, parce que les femmes font partie du sujet politique du Parti communiste et qu'elles ont démontré leur implication dans les luttes sociales et leur compétence aussi à gérer la vie locale. Donc, ces femmes vont être présentées, je dis c'est parce qu'il va y en avoir en fait dans toutes les listes du Parti communiste, ou soutenues par le Parti communiste, qui s'appelle Bloc ouvrier paysan. C'est-à-dire que Bloc ouvrier paysan, c'est quand il y a des membres du Parti communiste et des gens qui ne sont pas membres du Parti communiste qui sont sur la liste, mais qui est soutenu par le Parti communiste. Donc ce Bloc ouvrier paysan, ces listes Bloc ouvrier paysan vont comporter des femmes. La consigne, c'était de présenter au moins une femme. À ma connaissance, il est rare qu'il y en ait eu plus qu'une. Il y a une commune dans la banlieue de Tours qui s'appelle Saint-Pierre-des-Corps qui va en présenter 2 et qui va les faire élire toutes les 2 aux mêmes élections. Mais dans le cas donc, qui nous intéresse ici, eh bien, c'est Joséphine Pencalette qui, en sa qualité d'ouvrière d'usine, va être présente sur cette liste donc pour le scrutin municipal de mai 1925. Vous voyez là, en 4e position, c'est la seule femme en qualité d'ouvrière d'usine. Et comment est-elle arrivée sur cette liste, puisqu'elle ne fait pas partie du comité de grève, je vous le disais à l'instant? Eh bien, on a Charles Tillon, que je vous ai montré tout à l'heure en photo, qui était à l'époque jeune permanent syndical, qui aura par la suite une carrière politique nationale. Il sera notamment ministre communiste sous la 4e République, fondateur des FTP, mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ici, eh bien, il est en avant-dernière position sur cette liste. Il est donc secrétaire adjoint de l'union locale, donc de la CGTU, de l'union syndicale. Et Charles Tillon a écrit des mémoires qui ont été publiés en 1977, qui s'appelle Enchanté rouge, et il y a un chapitre entier qui est consacré à son passage à Douarnenez, qui va durer plusieurs mois, et dans lequel en fait il explique qu'à la sortie de la grève de 1924-1925, le plus dur n'allait pas d'être faire élire une femme. Au regard de ce conflit victorieux, de cette situation socio-économique, il n'y aurait aucune difficulté à ses yeux à faire élire une femme. Non, le plus dur, ce serait, je cite, de trouver une femme qui consentit à jouer les suffragettes. Et il ajoute: pas un seul ménage n'accepta ce sacrifice, seule une avenante veuve se dévoua. Cette avenante veuve, c'est Joséphine Pencalette. Joséphine Pencalette, elle est née en 1886 à Douarnenez. Elle est partie en région parisienne au début du XXe siècle, où elle a épousé celui qu'elle avait rencontré pendant qu'il était marin et qu'il faisait son service militaire, qui s'appelle Léon Leray. Ils vont se marier en 1908 à Argenteuil, qui est aujourd'hui situé dans le Val d'Oise, à l'époque en Seine-et-Oise. Ils vont avoir 2 enfants, qui vont naître en 1910 et en 1918. Et donc, son époux est cheminot, travaille pour une société de chemin de fer. Et puis, eh bien, il va décéder en 1923. Et donc, c'est désormais veuve, avec 2 enfants à charge, que Joséphine Pencalette revient dans sa ville natale. Donc,
fin 1923, début 1924, et que pour survivre, elle va se faire embaucher dans l'une des nombreuses conserveries de la ville, a priori comme ouvrière saisonnière, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrières permanentes, un tout petit effectif d'ouvrières permanentes, et puis d'autres qui travaillent en fonction des saisons de poissons. Il y a aussi des ouvrières permanentes qui se déplacent dans les usines sur le littoral de la façade atlantique, qui vont aller travailler dans les conserveries quand il n'y a plus de poissons à mettre en boîte à Douarnenez, qui vont aller à l'Île-Dieu, qui vont aller à Noirmoutier, qui vont aller à Saint-Jean-de-Mont en Vendée ou qui vont aller à Saint-Jean-de-Luz. Il y a vraiment une mobilité aussi ouvrière féminine à la faveur de la saisonnalité du poisson. Mais donc Joséphine Penquelette, elle revient, elle se fait embaucher, elle vient d'un milieu de la pêche, d'un milieu populaire, d'une famille nombreuse, et donc elle doit gagner sa vie et nourrir ses enfants. Et comme le dit Charles Tillon, effectivement, elle est veuve. Ses enfants, à l'époque, ont 14 et 7 ans, donc ils ne sont pas tout petits. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un enfant en bas âge. Et puis, elle va donc accepter, consentir. On ne sait pas si quelles autres femmes ont été approchées. Les archives de la commission électorale du Parti communiste français pour cette période sont actuellement conservées à Moscou. Vous comprendrez qu'en raison du contexte actuel, ce n'est pas demain que je pourrai voir ces archives à Moscou, mais peut-être un jour, qui sait, en tout cas je l'espère. Elles sont là-bas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'elles sont là-bas. Il n'y en a qu'une partie qui a été restituée à la France sous forme de microfilm, mais donc on n'a pas les archives complètes du Parti communiste pour cette période actuellement disponible en France. Donc Joséphine Penquelette, elle consent, nous dit-on, à jouer les suffragistes comme en Angleterre, et donc à se présenter aux élections. Alors, elle est donc en 4e position, au milieu donc de 26 hommes. Il y a 27 noms sur cette liste. Et au soir du premier tour, elle est déclarée élue, puisque le Parti communiste remporte au premier tour 26 des 27 sièges. Alors à l'époque, on peut panacher les listes, quelle que soit la taille de la commune pour les élections municipales. Ce qui fait qu'elle recueille le 24e rang de suffrage. C'est-à-dire qu'elle est 4e sur la liste, mais qu'il y a eu son nom rayé sur un certain nombre de bulletins. Et donc, en fait, le nombre total de voix qu'elle a récoltées, qui sont des voix exclusivement masculines, puisque jusqu'en 1944, les femmes n'auront aucun droit de suffrage et qu'elles voteront pour la première fois en avril 1945, son nom a été rayé, ce qui fait qu'elle arrive en 24e position en termes de recueil de scrutin. Elle est donc installée au conseil municipal de Douarnenez, donc au lendemain du premier tour et du second qui se tient donc dans la foulée. Donc on a ici, dans les registres du conseil municipal, son nom. Généralement, sur les listes, quand le prénom est mentionné, c'est parce que c'est une femme ou parce qu'il y a un homonyme. Ici, vous avez un autre Penquelette, en 8e position, François Penquelette, qui n'est pas quelqu'un de proche de sa famille, qui est un cousin éloigné, mais Penquelette, c'est un patronyme très fréquent dans le sud du Finistère. Et donc, elle va siéger. Alors, on peut se dire, mais comment est-ce possible? Certes, Moscou a donné une consigne, mais enfin, comment est-ce possible qu'une femme soit déclarée élue alors que les femmes ne sont ni électrices ni éligibles? Eh bien, parce qu'il y a une brèche dans le code électoral de 1884 qui régit les élections municipales et qui prévoit que pour le scrutin municipal, qui est un scrutin de liste, eh bien, la préfecture vérifie après le scrutin que les personnes déclarées élues sont bien éligibles. C'est-à-dire qu'on ne vérifie pas les listes en amont, contrairement à d'autres scrutins. C'est donc dans cette brèche que le Parti communiste français va s'engouffrer, en connaissance de cause, en rédigeant des petits fascicules de consignes qui sont envoyés à toutes les fédérations du Parti communiste en France, en expliquant, voilà, en vertu de tel et tel article du Code électoral de 1884, les femmes qui recueillent des suffrages suffisants doivent être déclarées élues au soir du premier tour et que c'est la préfecture qui, dans les 15 jours, invalidera l'élection, mais qu'on ne peut pas, au premier tour, et tout de suite à l'issue du premier et du second tour, empêcher les femmes d'être déclarées élues. Donc le PC sait très bien qu'il est en fait dans une petite zone grise, qu'il y a une brèche et que, in fine, la préfecture puis le Conseil d'État invalideront ces élections de femmes, mais en tout cas qu'il y a un coup à jouer.
Ce coup, des féministes avaient déjà tenté de le jouer depuis le début des années 1900, mais n'avaient jamais réussi à obtenir suffisamment de suffrages pour être déclarés élus. Donc ce que fait le Parti communiste en 1925, c'est le premier parti à réussir à faire élire des femmes. Ce n'est pas la première fois que des femmes se présentent, mais c'est la première fois que des femmes vont être élues. Alors il y a une ambiguïté, pourquoi est-ce que les femmes sont dépourvues de droits politiques ? Parce que, est-ce que quand on considère un citoyen, est-ce qu'on désigne un individu unisexe en quelque sorte, ou bien, c'est-à-dire un être humain, ou bien est-ce qu'on désigne exclusivement les individus de sexe masculin ? Et c'est là-dessus que les mouvements féministes vont se mobiliser pour faire en sorte que les femmes en France ne soient plus des citoyennes sans citoyenneté. J'emprunte la formule à une autre historienne de cette université, Dominique Godineau, sur la Révolution française, où les femmes vont être en France pendant 150 ans des citoyennes sans citoyenneté, ce qui est pour le moins paradoxal. Donc Joséphine Pencalette est déclarée élue. Alors ici, ce n'est pas son visage que vous avez à l'écran, mais celui d'une autre femme qui va être également déclarée élue en mai 1925, mais cette fois-ci à Bobigny, dans ce qui va devenir, comme Douarnenez, un bastion du Parti communiste français. Mais en tout cas, vous avez son nom ici, à Douarnenez, dans les Ports-Rouges, la Sardinière Joséphine Pencalette, conseillère municipale. Elle est à la une de l'Humanité, donc au lendemain du premier tour 1925. Et puis, son élection va être annulée par la préfecture, mais elle va faire appel. Cet appel est suspensif, donc elle va siéger en fait jusqu'à l'annulation définitive de son élection par le Conseil d'État en novembre 1925. C'est-à-dire que de mai à novembre, Joséphine Pencalette, Marthe Tesson, que vous avez ici à l'écran, ou d'autres femmes comme Marguerite Foscave ou Adèle Métivier et Émilie Joly, je cite leurs noms parce que généralement ils ne sont dans aucun livre d'histoire, cette poignée de femmes va pouvoir siéger jusqu'à ce que le Conseil d'État invalide définitivement leur élection. Cette invalidation, elle se fait sur la base d'une procédure exclusivement écrite. C'est une procédure de justice dite administrative, donc il n'y a pas d'audience, mais on est sur une procédure écrite. Donc il y a des mémoires qui ont été produits par les femmes qui font appel de l'annulation de leur élection, et donc qui font valoir qu'elles ont été élues par la volonté du peuple, et qu'à ce titre, il est normal qu'elles siègent, et qu'il faut aussi que les droits politiques des femmes soient reconnus. Ce discours-là, il est tout à fait audible en 1925, parce que en fait, les Françaises auraient pu obtenir les droits politiques égaux à ceux des hommes en 1919. Pourquoi je dis ça ? C'est pas de l'histoire fiction. C'est parce qu'en 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale, les députés français ont voté très massivement l'égalité politique entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire, en 1919, les députés ont donné le droit de vote aux femmes en France. Mais le Sénat a fait barrage, d'abord en laissant traîner, puis en 1922, c'est-à-dire 3 ans après le vote des députés, donc c'est quand même très long, on rejetait le texte à une courte majorité. Mais les Françaises auraient pu devenir des citoyennes pleinement en 1919, comme d'autres femmes au sortir de la Première Guerre mondiale. Et c'était une démarche qui transcende les courants politiques classiques gauche-droite, puisque l'idée, au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est de donner des droits pour remercier les femmes au titre de leur contribution à l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Mais ça ne s'est pas passé, mais en tout cas, il y a ce contexte favorable, et puis il y a 3 textes qui vont être déposés par des députés à l'Assemblée nationale pour donner le droit de vote aux femmes aux élections municipales, avec l'idée de faire un test, de montrer qu'on peut peut-être essayer, parce que les femmes ont des compétences, ont montré leur capacité à gérer des affaires locales, et donc il y a moins d'enjeux politiques à l'échelle municipale de les présenter. Donc il y a cet environnement assez favorable à la candidature féminine. L'élection de Joséphine Pencalette va être annulée, comme celle de Charles Tillon. En même temps, leurs dossiers sont joints d'ailleurs devant la préfecture et devant le Conseil d'État, pas pour les mêmes raisons, vous vous en doutez, mais parce que Charles Tillon ne remplit pas les exigences de résidence à Douarnenez, dans la commune, pour être considéré comme dûment inscrit sur les listes électorales. Donc, son élection va également être invalidée.
C'est d'ailleurs amusant de regarder les archives du Conseil d'État qui, dans le contentieux électoral, les formulaires à remplir, les dossiers, ont été uniquement pensés au masculin. On n'imaginait pas qu'une femme pourrait effectivement se trouver devant le contentieux électoral. Donc en fait, pour ces dossiers-là, ils sont tous raturés. On a tout gribouillé parce qu'à chaque fois qu'il y avait marqué monsieur, il fallait écrire madame, il fallait chaque fois mettre au féminin, etc. Donc on a des documents qui ressemblent un peu à des brouillons, en fait, ce qui est surprenant pour les archives du Conseil d'État, qui, sur d'autres dossiers, sont extrêmement propres et nettes et sans bavure. Mais là, pour le coup, dans le cas de ces femmes, on est sur des documents très raturés, parce que ça montre bien que les femmes n'étaient pas pensées comme faisant partie du corps politique. Donc, Joséphine Pencalette, elle va être élue. C'est une forme, en quelque sorte, d'opportunisme électoral aussi pour le Parti communiste français à l'époque, et donc dans une logique de défiance du Parti communiste à l'égard de l'État et de ses institutions, et qui préfigure ce qui sera par la suite, dans les années suivantes, la tactique classe contre classe que va développer le Parti communiste français. Donc je disais, on l'a à Douarnenez, on l'a dans d'autres villes également, et l'idée de faire élire une ouvrière, c'est de faire élire un symbole des luttes sociales, un symbole du progrès social également, puisque c'est une ouvrière d'une grève victorieuse. Et pour les contemporains, dans la presse de l'époque, eh bien, cette candidature féminine est signalée comme une incongruité ou une originalité qui ne surprend pas beaucoup pour la commune de Douarnenez au regard de la personnalité de Danielle Leflanchec, mais voilà, c'est une nouveauté, et c'est la seule femme qui va être élue en Bretagne, Joséphine Pencalette, et donc c'est pour ça aussi qu'elle est signalée par la presse locale. Alors le Parti communiste avait promis qu'il protesterait vivement en cas d'annulation de l'élection des femmes sur lequel le suffrage populaire s'est exprimé et apporté devant le conseil municipal. Sauf que l'annulation et la confirmation de l'élection de l'élection de Joséphine Pencalette et de la poignée d'autres femmes qui vont être élues en 1925 ne donne lieu, à ma connaissance, à aucune réaction, ni dans la presse communiste nationale, ni dans la presse communiste régionale, ni dans la presse d'information nationale, ni dans la presse d'information régionale. Il y a une mise en silence absolue sur l'annulation de son élection. Il n'y a pas non plus trace dans les archives, par exemple, d'une protestation, d'une manifestation, d'un tract, d'une affiche, alors qu'il y en a sur toute une série d'autres événements, mais cette annulation, en fait, se passe dans le silence le plus complet, une fois donc, que la préfecture puis le Conseil d'État ont statué. Donc on a une mise en silence politique qui fait suite à cette annulation, et en fait elle va être purement et simplement rayée du registre municipal, sans aucune explication, ce qui m'a beaucoup surprise parce que, je le disais, le maire Daniel Leflanchec est dans une logique de défiance à l'égard de l'autorité de l'État et de la préfecture en particulier, et qu'il y a un petit jeu de ping-pong entre la mairie et la préfecture autour d'initiatives qu'entend prendre le conseil municipal et qui vont être cassées par la préfecture. Je vous donne 2 exemples. Le conseil municipal veut débaptiser la place de la Croix pour la rebaptiser place Lénine. La préfecture refuse au motif que ça constitue un trouble à l'ordre public. Le conseil municipal veut baptiser une rue Louise Michel et une rue Eugène Potier, de noms de communards importants. La préfecture refuse au motif de troubles à l'ordre public. La taille de la commune nécessiterait la création de postes de policiers supplémentaires. Eh bien, le conseil municipal se fend d'une déclaration, en gros, qui dit que son objectif, c'est plutôt de supprimer la police que de créer des postes de policiers. Donc il y a cette posture qu'on a dans les archives de délibération du conseil municipal qui, naïvement peut-être, mais me laissait penser que je trouverais une réaction à l'annulation de l'élection de Joséphine Pencalette. Alors il y en a peut-être une sur une page qui aurait été arrachée, je ne sais pas, en tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui dans les archives. Donc il y a vraiment une mise en silence qui intervient, à tel point que Joséphine Pencalette, qui va mourir en 1972,
à Douarnenez. Elle va rester toute sa vie à Douarnenez, à partir du moment où elle est revenue de région parisienne, dira à ses enfants et à ses petits-enfants de ne pas voter. Elle va rester, dira-t-elle, communiste de cœur. Quand Nikita Khrouchtchev vient à Paris en 1960, eh bien, elle va aller à Paris pour l'écouter. Elle est veuve de cheminot, le train est gratuit, elle prend le train de nuit pour elle, le train est gratuit pour elle. Elle prend le train de nuit et elle va, sans rien dire à personne, écouter Khrouchtchev en restant communiste de cœur. Quand Michel Mazéas, qui m'a transmis un certain nombre de documents que je vous ai montrés ici, va être élu maire de Douarnenez en 1971. Il est aujourd'hui décédé, mais il va rester à la tête de la ville pendant plus de 20 ans. Eh bien, il m'a dit que juste après son élection en 1971, Joséphine Pencalette avait demandé à le rencontrer. Il était allé la voir chez elle, un an avant sa mort. Et elle lui avait témoigné de sa sympathie sur le plan des idées, même si elle se gardait bien de participer à une élection au regard de son expérience de 1925. Donc, on a vraiment une mise en silence qui vraiment interroge. Il faudra voir si c'est le cas des autres femmes qui ont pu être élues en 1925, mais Joséphine Pencalette n'a pas eu de carrière politique à proprement parler. Par la suite, elle va rester vraiment en dehors de la vie politique de la ville jusqu'à sa mort. Par contre, il va y avoir à Douarnenez une volonté d'entretenir la mémoire, initiée notamment par Michel Mazéas, donc le maire dont je vous parlais, qui est enseignant. Oui, on va la rallumer. Je ne sais pas comment on la rallume. C'est ça, à peu près. Donc, il va avoir à cœur de valoriser l'histoire sociale de Douarnenez. Il est enseignant, il a un goût prononcé pour l'histoire. Il est lui-même fils de sardinière. Et il va participer avec d'autres à l'entretien de cette mémoire des sardinières à partir des années 1980, sans pour autant que cette histoire et ce passé soient connus dans les livres d'histoire universitaires, académiques, ordinaires, peut-être que vous êtes habitués à voir. Donc je vais vous faire regarder ce petit sujet donc, qui illustre la façon dont il y a eu une volonté politique d'entretenir la mémoire. Douarnenez aujourd'hui, quelques rares chalutiers sont amarrés au quai. Contraste saisissant avec le passé. 1924, c'est le premier port de pêche français. 5000 marins, 21 conserveries de sardines. Le 24 novembre, les 3000 ouvrières déclenchent une grève générale pour réclamer une augmentation du salaire horaire. Elles sont les plus mal payées de France. Le jeune syndicat CGTU envoie sur place son délégué régional, Charles Tillon, le mutin de la mer Noire, auréolé de son passé révolutionnaire. Je suis occupé de la grève. D'abord les organiser, d'abord leur donner un cahier de revendications, discuter avec elles. Et dans ces conditions, la grève est partie et est devenue générale. Alors tous les militants de la CGTU de Paris sont venus faire un voyage à Douarnenez. Cette grève de la misère dure, les patrons restent intransigeants. Le roi de la conserve locale fait appel à des briseurs de grève. Conclut un contrat pour assassiner le Flanchec, le maire communiste qui est blessé. Indignation, solidarité de tous les partis de gauche et démocrates, campagne de presse prennent de l'ampleur. Au 48e jour de grève, le gouvernement contraint les conserveurs à céder aux revendications. L'humanité titre sur la victoire, la grève rentre dans l'histoire des luttes sociales. Pour la première fois en Bretagne, des femmes ouvrières ont pris la parole. Et cette conquête de la dignité, cette conquête d'elles-mêmes en quelque sorte, de leur droit d'exister, est quelque chose de fondamental dans ce conflit de Douarnenez. Ça a une influence sur l'histoire nationale, c'est la première grande grève, le premier affrontement avec les ligues fascistes, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a une répercussion, c'est que Douarnenez, dans la foulée du conflit, va élire la première femme conseillère municipale en France, 20 ans avant le droit de vote des femmes. Vous voyez ce petit sujet de France 3 Bretagne du début des années 2000, eh bien, restitue en tout cas cette histoire, contribue à l'entretenir. Et il y a eu depuis bien une série d'initiatives pour rendre justice soit collectivement à ces femmes,
à ces ouvrières. Ici, ce sont les ouvrières de l'Esconil qui se rendent avec la bannière syndicale au Guilvinec pour organiser un débrayage, qui a donné l'inspiration à Charles Tillon pour peindre ce tableau qui est conservé au musée de Bretagne, à Rennes. Donc la révolte des Sardinières, il a été donné au musée de Bretagne, et donc c'est une image très connue qui a ensuite pu être réutilisée, notamment sur du matériel iconographique et militant pour restituer cette histoire des luttes sociales en Bretagne. Et dans le cas de Joséphine Pencalette, eh bien, depuis quelques années, il y a plusieurs initiatives qui vise à faire connaître son histoire, avec parfois une interprétation discutable. Il y a une rue qui lui a été donnée à Brest, mais la plaque de cette rue la présente comme une militante féministe, ce qu'elle n'est pas. C'est rétro-projeter quelque chose que de la faire passer pour une militante féministe. C'est une ouvrière engagée, dont l'histoire et l'engagement est précieux pour l'histoire des femmes et de leur lutte, mais on ne peut pas la qualifier comme telle. Vous avez dans cette université, un bâtiment juste à côté, un amphithéâtre donc, qui porte son nom, et ça c'est la plaque qui a été dévoilée lors de son inauguration en avril 2019. Et puis toute une série d'articles de presse qui sont plus ou moins sérieux avec la vérité, parfois qui vont exagérer son intitulé, ou comme à la Fête de l'Humanité en 2015, dans le village associatif de la Fête de l'Humanité, cette avenue Joséphine Pencalette, qui la présente donc comme une héroïne de la grève des ouvrières sardinières bretonnes de Douarnenez. Donc c'est une manière de reformuler l'histoire qui n'est pas exactement conforme, en tout cas à ce que moi j'ai tenté de vous exposer. Mais voilà, il y a eu plusieurs podcasts, articles de presse, initiatives diverses et variées, chansons aussi qui lui sont consacrées, parce que Joséphine Pencalette, elle incarne une expérimentation politique inédite en France, celle d'une femme élue par des hommes à une époque où les femmes n'ont pas de droit politique, une Pensardine donc désignée comme candidate par le Parti communiste, qui colle à la mémoire encore brûlante du conflit social qui a agité Douarnenez au cours des mois précédents, mais qui, au moment de sa mort, à l'âge de 85 ans en 1972, ne va donner lieu là non plus à aucune réaction et aucun rappel de l'histoire. Alors, l'expérience de 1925, elle reste unique à Douarnenez. Il n'y aura pas d'autres femmes qui se présenteront aux élections avant 1945, ni elle ni d'autres. Et puis, c'est un éclairage, en tout cas, utile et nouveau sur l'histoire des femmes en Bretagne, je pense, en tout cas, qui, selon la démarche classique en histoire, de l'éclairage du centre par les marges, est pertinent à la fois sur le plan du genre, sur le plan politique et sur le plan géographique. Vous avez femmes, point de Bretagne, et communiste, donc vous êtes dans trois formes de marginalité politique et géographique dans cette France des années 1920. Et je ne sais pas s'il y a des bretonnants dans la salle, je suppose que oui, mais Pencalette, ça veut dire tête dure en breton. On peut le traduire par têtu. Et de ce point de vue-là, c'est assez amusant de se dire que Joséphine Pencalette porte ce patronyme de cette séquence de celle que Jean-Michel Le Boulanger, que vous avez vu dans le sujet d'archives, présente comme les années rouges à Douarnenez, vraiment d'agitation sociale et politique très vive en 1924-1925, et que la mise en silence dont elle va faire l'objet à la suite de l'annulation de son élection et jusqu'à la fin de sa vie, résonne avec d'autres figures féminines, ouvrière. Je pense à Lucille Beau, qui a été mise à l'honneur par Michel Perrault dans un très beau texte, court mais très très beau, qui s'appelle Mélancolie ouvrière. Et ces figures féminines populaires, elles ont tendance à être éclipsées. D'autres femmes, je le disais, ont été élues en 1925, mais elles sont vraiment une poignée, moins d'une dizaine. Et puis des femmes vont continuer à participer à la vie politique sous d'autres formes, avant d'obtenir des droits politiques égaux à ceux des hommes, en siégeant dans des exécutifs municipaux dans les années 1930, donc en étant nommées
dames conseillères ou conseillères municipales dans des communes à l'orientation politique aussi diverses que Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, qui va être un fief de gauche également, Dax, dans les Landes, Versailles, qui, comme vous le savez, n'est pas à ce jour un fief du Parti communiste, ou bien encore la ville de Louviers. Donc c'est pour vous montrer ces quelques exemples que cette question de la participation politique des femmes, elle transcende aussi les clivages politiques traditionnels, et que c'est aussi une histoire qui est encore à écrire. Et de ce point de vue-là, eh bien, en ce qui concerne la Bretagne, on est peut-être dans un cas particulier qui est le plus documenté à ce jour, et j'appelle de mes voeux la poursuite de travaux sur ces sujets. Voilà, je vous remercie.